How dare you? Make our planet great again. Les crimes environnementaux sont de plus en plus visibles, dénoncés, pointés du doigt. On parle d'écocide, de trafic, de pillage de ressources, d'eau, de bois, d'espèces sauvages, de déversements toxiques, de pollution industrielle. On note la responsabilité de mafias, de multinationales ou des États. Il y a parfois des procès, la reconnaissance d'un préjudice écologique, des enquêtes judiciaires, on se souvient de l'affaire Erika ou de Deepwater Horizon, et des condamnations historiques. Mais qu'est-ce que le crime environnemental? Peut-on, dans un système capitaliste injuste et prédateur, se contenter des limites étroites du droit? Pour définir le crime environnemental, ça, ce sont les questions que pose le chercheur au CNRS, Grégory Salles, que je viens de citer, et qui est auteur de ce livre « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» et qui a donc étudié les crimes environnementaux. Il est notre invité du jour sur le plateau du Média. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors je le précise, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est publié cet été, Super Yacht, Luxe, Calme et Écocide, dans lequel vous traitiez déjà de problématiques qui se rejoignent. Alors, qu'est-ce qu'un crime environnemental ? Alors, vaste question. On peut essayer de partir de la définition ou d'une définition, disons, officielle ou institutionnelle. Et si on part au plus simple, on dira que ça désigne un ensemble d'infractions ou d'atteintes, deux termes déjà qu'il faut distinguer, à, disons, notre environnement, c'est-à-dire à l'air qu'on respire, aux cours d'eau, éventuellement au sous-sol, etc. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé. D'abord parce qu'il faudrait distinguer entre des atteintes et des infractions. Les atteintes en soi ne sont pas forcément criminalisées ou simplement punies, alors que les infractions le sont. C'est le terme qui désigne justement des atteintes qui sont passibles de sanctions. Et évidemment, tout l'enjeu, ou une grosse partie de l'enjeu est ici, c'est-à-dire à partir de quoi, selon quels critères, on passe des atteintes aux infractions. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu autour de la définition de la criminalité environnementale. Pourquoi il est si important aujourd'hui de réfléchir sur cette notion de criminalité? Parce que justement, là, vous me parlez d'atteinte, etc., mais il y a toute cette notion derrière de légalité ou d'illégalité. C'est toutes les questions aussi autour du juridique, du droit, voilà, parce que bon, cette définition que vous venez de me donner, elle ne sous-tend pas forcément des condamnations et le droit, une condamnation au niveau du droit, quoi. Non. Alors, en fait, si on avance un petit peu dans la définition et qu'on se reporte, par exemple, c'est pas la source que j'ai prise dans le livre, mais elle est très intéressante aussi. Si on se réfère au site du ministère des Affaires étrangères, il y a une page sur la criminalité environnementale. Il va falloir d'ailleurs qu'on revienne sur ce terme-là, qui indique que la criminalité environnementale, ça désigne les pratiques illégales qui profitent à des individus, des groupes ou des entreprises qui sont cités. Et il y a une distinction qui est faite entre diverses, disons, manifestations qui vont de la criminalité relative aux forêts à la surpêche, à l'extraction illégale de minerais, etc. Bon. Et donc, il y a bien l'idée d'actes illégaux, et c'est bien normal, puisque a priori, qui dit infraction, qui dit aussi délinquance ou qui dit criminalité, dit actes illégaux. La question, évidemment, c'est celle que j'essaye de poser dans le livre, c'est celle de ce qu'on va appeler la qualification, c'est-à-dire la dénomination de ce qu'on considère comme étant passible de sanctions ou pas. Dans l'introduction que vous avez faite, vous arrivez en fait directement au cœur du problème, qui est de dire, à l'intérieur d'un ensemble qui est constitué de multiples atteintes à l'environnement, de multiples dégradations ou destructions de l'environnement parfois très graves, à partir de quel seuil on va définir ce qui est une infraction ou pas. Et donc ça met en œuvre la question donc à la fois de l'édiction du droit, c'est-à-dire que textuellement, qu'est-ce qu'on crée comme droit, comment on formule les choses juridiquement pour punir un certain nombre d'infractions. Ça pose aussi la question de l'application des normes. Et puis, ça pose la question, par exemple, des rapports entre, disons, qualification juridique et puis, on pourrait dire, qualification sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre ce que certains groupes sociaux, y compris des associations, par exemple, considèrent comme devant être passibles de sanctions, comme devant être criminalisés, et puis le droit effectif. Voilà. Donc, c'est toutes ces questions qu'il s'agit de poser. Et pour bien comprendre pourquoi c'est un enjeu, la criminalité environnementale, c'est une approche qui peut aider aussi à qualifier donc, les faits et faire évoluer les législations.
Alors, ça peut l'être dans le cas de l'écocide. C'est un cas qui est intéressant. On pourrait en prendre deux, hein, disons. Parce que ça, c'est un crime en particulier dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Voilà. Alors, l'écocide et le crime climatique, disons. Prenons ces deux expressions-là. Alors, l'écocide, c'est intéressant pour de multiples raisons, évidemment, mais pour une en particulier concernant la qualification, c'est que ça a donné lieu à des procès symboliques, hein, à des procès pour de faux, en quelque sorte, mais qui étaient, mis en scène dans les conditions de la réalité, hein, dans de vrais lieux judiciaires, parfois avec de vrais membres de la magistrature ou des professions judiciaires, en essayant de voir qu'est-ce que ça donnerait si jamais on tentait un procès en partant du principe que l'écocide serait déjà reconnu comme un crime international et pas seulement comme un terme comme ça de condamnation morale, hein, et avec ce qu'on appelle en anglais des mock trials, c'est-à-dire des faux procès où on essaye de faire toute la procédure jusqu'au bout, on invite des témoins à la barre, etc. Et puis on prononce un jugement. Donc là, il y a bien cette double idée, à la fois, disons, d'essayer de susciter une prise de conscience publique, mais aussi d'essayer de faire avancer le droit, c'est-à-dire de mettre à l'épreuve le droit presque empiriquement, en essayant de faire comme s'il était déjà dans les textes et déjà en vigueur. Le crime climatique, c'est un autre exemple intéressant pour le sujet qui nous occupe, parce que c'est pas du tout pour le coup une catégorie juridique, il n'y a pas de punition pour crime climatique, mais en même temps, l'expression même telle qu'elle circule dans le débat public, pas de manière massive, mais enfin quand même, elle a maintenant émergé. Justement, ça vient bousculer les catégories officielles. Ça vient un peu nous interroger sur qu'est-ce qu'on doit considérer comme un crime ou pas. Crime climatique, l'expression est forte, ça oblige un petit peu à creuser. Pour quelles raisons on peut parler de crime climatique? Je sais que le journaliste Michael Correa sort bientôt un livre sur ces questions-là, centré, je crois, sur l'industrie des énergies fossiles. Et donc, il y a dans cette notion quelque chose d'intéressant, à la fois en termes juridiques et puis en termes, je dirais, intellectuels, pour essayer un peu de discuter des catégories juridiques en vigueur. En termes intellectuels, d'ailleurs, il y a même une criminologie verte. Oui, alors en fait c'est un des buts de ce livre que de faire passer dans le débat public français les travaux de ce courant-là. C'est un courant de recherche anglophone qui a émergé au tout début des années 1990, y compris même le premier article considéré comme, disons, ayant inauguré ce courant-là date de 1990. Et c'est un courant qui s'est structuré dans le monde anglophone, et pas seulement aux États-Unis, dans plusieurs pays anglophones, qui est maintenant, alors évidemment c'est un courant minoritaire au sein de la criminologie disons universitaire, mais c'est quand même un courant bien structuré. Et qui porte quelle idée Et en fait, son idée, c'est d'essayer justement... Alors, c'est un courant divers, mais disons que la branche là qui m'a particulièrement intéressé, c'est celle qui ne se laisse pas, disons, enfermer dans les catégories juridiques officielles et qui essaye de les intégrer à l'objet d'étude. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de partir du droit tel qu'il existe pour ensuite essayer de décrire ce que c'est que la criminalité environnementale. C'est-à-dire qu'il faut sortir du juridique, car le crime, en fait, finalement, peut être légal. C'est l'idée de ce courant, hein, de la green criminology, de la criminologie verte. C'est-à-dire, son principe, c'est de dire on peut partir d'autres critères de définition que les critères strictement juridiques pour définir la criminalité. Et tout simplement, on peut partir d'un critère de gravité, c'est-à-dire on va définir, selon ce courant, comme étant un délit ou un crime, un acte qui porte gravement atteinte à l'environnement ou de manière durable, ou bien on peut prendre aussi ou privilégier un critère, disons, de connaissance ou de conscience, c'est-à-dire une atteinte qui a été faite, voilà, préméditée, ou qui a en tout cas été faite sciemment. Puis finalement, la frontière entre légalité et illégalité, elle est fluctuante et poreuse. C'est ce que vous dites. Alors, elle est à la fois fluctuante, poreuse, parfois quasiment indiscernable. Il y a un certain nombre disons, de domaines dans lesquels c'est assez massif ou assez évident. La question des filières de bois, par exemple, un exemple qui est typique dans, disons, la production du courant dont on a parlé, c'est le bois. Et puis je m'arrête dans un des chapitres sur le cas du sable, c'est-à-dire que à plein de niveaux de la chaîne de production qui va de l'extraction des matériaux à la vente, il y a des formes d'interpénétration, d'imbrication entre la légalité et l'illégalité. Et bien malin, parfois, serait celui qui pourrait vraiment clairement distinguer les
les deux. Mais j'essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire pas seulement de dire qu'elle est fluctuante et poreuse, cette frontière, mais plutôt de dire qu'elle est un enjeu de pouvoir, en fait, que la définition de la légalité, ce qu'on appelle parfois la construction sociale de la légalité, c'est un enjeu de pouvoir, Oui, d'ailleurs, c'est un y peu compris dans des formulations juridiques toutes bêtes. Dans votre livre précédent là, sur les super-yachts, en qualifiant notamment l'usage des super-yachts et l'impact que ça a sur, par exemple, la Posidonie, donc ces herbiers qui sont en Méditerranée. Vous parlez d'écocide, c'est un petit peu même le sujet. D'ailleurs, vous dites, on est totalement là-dedans, cette idée que, bon, là, du point de vue du droit, on n'est pas dans un crime. Finalement, vous qualifiez ça d'écocide, qui est un crime. Oui. Juridiquement, c'est un délit, ce dont vous venez de parler là, l'atteinte aux espèces protégées. Mais si jamais on s'arrête à une des définitions proposées de l'écocide, et qui est en plus la définition la plus restrictive d'une certaine manière, et qui est grosso modo, ce ne sont pas les termes les plus rigoureux, mais une atteinte à la fois durable, grave, éventuellement commise en connaissance de cause, etc. En l'occurrence, on pourrait parler, ou en tout cas on pourrait discuter de la pertinence d'utiliser ce terme d'écocide, puisque en fait l'atteinte à l'herbier de Posidonie, pour prendre cet exemple-là, est d'une très grande gravité et elle a un caractère quasi irréversible. Un cas, par exemple, qu'on connaît bien en France, qui peut peut-être illustrer cet exemple, c'est aussi la question de la Guyane, par exemple, avec l'orpaillage, où justement il y a tout ce débat avec l'orpaillage légal, l'orpaillage illégal qui est pointé du doigt, l'orpaillage légal qui l'est beaucoup moins, comme si finalement l'orpaillage illégal était plus grave, plus destructeur que le légal, qui est pourtant en train de mettre en place des méga projets miniers. Justement, là-dedans, on est dans cette conflictualité complète entre légalité et illégalité, et ça pose tout de même la question du crime environnemental. Oui, c'est un excellent exemple. Il n'est pas traité dans le livre parce que voilà, on peut pas tout dire. Et puis peut-être que c'est l'un de ceux qui a fait le plus parler de lui, ou disons qui a connu un certain écho médiatique ces derniers temps. Mais je pense effectivement que c'est un excellent exemple. Non seulement ça montre que la gravité, disons, objective des atteintes à l'environnement peut être aussi bien légale qu'illégale, mais peut-être que dans ce cas-là et dans d'autres, concernant par exemple le bois dont je parlais ou le sable, il est même, disons, probable, ou en tout cas tout à fait plausible, que les atteintes légales soient objectivement plus graves parce qu'elles sont mieux équipées, ne serait-ce que ça, d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'entre de l'excavation de sable faite avec des machines portées par des multinationales qui arrivent à extraire comme ça de très très grosses quantités de sable en très peu de temps, et puis du braconnage illégal fait parfois avec des moyens un peu rustiques, il peut y avoir en fait un écart assez important. Alors c'est pas fait pour, disons, dédouaner les pratiques illégales qui, effectivement, ont des effets environnementaux qui peuvent être parfois très graves. Mais comme vous l'avez dit, c'est une manière plutôt d'essayer de renverser et de dire que, par exemple, pour le cas de l'orpaillage, on en parle beaucoup moins, alors qu'en fait, en termes de destruction objective de l'environnement, ça peut être tout aussi grave que l'orpaillage illégal. Ouais, c'est-à-dire là, parce que là, vous me parlez du sable, parce que justement, vous menez des travaux sur l'usage du sable, mais on parlait à l'instant de la Posidonie. En fait, on peut parler de toutes les exploitations de ressources, que ce soit le bois, l'eau, etc. Parce que finalement, derrière, c'est aussi la question de l'extractivisme, c'est la notion de capitalisme qui peut-être est criminelle. Toutes ces discussions, toutes ces questions autour de la notion de crime environnemental, au final, ça pose la question de ce système, c'est-à-dire le système capitaliste. Le crime, en effet, il est structurel au sein de l'économie capitaliste. Oui, comment faire pour définir la criminalité environnementale dans un système qui, j'allais dire par nature, mais c'est une expression malheureuse, par définition, par logique propre, par logique interne, détruit la nature. Alors, parce que là, on est dans des structures sociales qui sont finalement criminogènes. Alors, on pourrait le dire comme ça. En fait, la version maximaliste, si on veut essayer de, disons, prendre le contre-pied total de la littérature, disons, officielle, on pourrait dire ça. On pourrait considérer que, du point de vue environnemental, le capitalisme est une sorte de totalité criminelle qui détruit la nature à la fois par, disons, extraction, par suppression, par prélèvement, et puis par émission. Donc on prend d'un côté, on enlève d'un côté, et puis on ajoute de l'autre des émissions, des déchets, etc. Alors,
Pourquoi on peut essayer de faire ce retournement-là? C'est parce que la littérature internationale qui a thématisé, disons, et qui a rendu public le thème de la criminalité environnementale, elle fait l'impasse sur ces questions-là. C'est l'objet un peu des premiers chapitres, c'est-à-dire que d'où nous vient, en fait, et on revient aux questions de départ, hein, d'où nous vient, disons, cet intérêt un peu pour la criminalité environnementale? Eh bien, c'est largement du fait que c'est un thème qui a été porté par les grandes institutions internationales, avec des documents, des panoramas factuels tout à fait complets. Mais précisément, on n'y trouvera nulle trace d'extractivisme, d'un point de vue verbal, hein, bien sûr, et nulle trace de capitalisme. C'est-à-dire, en fait, ça ne parle que de ça, mais sans jamais que les mots apparaissent. Oui. Hein, et d'où l'idée, justement, de les faire apparaître et même de les surligner. Donc sur les structures sociales, économiques du système qui sont en cause, on peut dire finalement que le capitalisme il est criminel et que tout cela c'est systémique. Disons que ça ouvre, ça permet au moins, poser les choses comme ça permet d'ouvrir complètement, je dirais, l'espace de la discussion entre, disons, une version minimaliste qui serait la version purement légaliste, qui consiste à se contenter, je dirais, des normes juridiques les plus faibles, et puis inversement, on retourne complètement la perspective d'accabler en quelque sorte ou de condamner le capitalisme en général. Ensuite, à l'intérieur de ça, on a un espace de discussion qui est qu'est-ce qu'on qualifie comme criminalité environnementale, parce qu'évidemment, il faut quand même essayer de faire un petit peu des distinctions. Hein. Et ces distinctions, en fait, elles sont très difficiles à opérer. Et donc, si le titre est en forme de question, d'une certaine manière, c'est pour ouvrir l'espace de la discussion et pas du tout pour le refermer. Il ne s'agit pas de dire que, officiellement, la criminalité environnementale est définie de telle et telle manière, et puis, en fait, il faudrait la définir autrement. En fait, tout ça, ça doit faire l'objet, ça doit être soumis à la discussion, au débat démocratique. Et le fait est que dans plein de domaines de la production, ou de ce qu'on appelle les ressources, mais déjà le terme est un peu problématique parce que les ressources, ça implique déjà que voilà, il y a déjà une dimension un peu instrumentale dans ce terme-là, hein, mais que tout ça, parfois, il est bien difficile en fait de trier entre ce qui est nécessaire, disons, et ce qui est superflu. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on fait l'impasse sur un certain nombre de questions, enfin sur toutes ces questions, d'un point de vue structurel, etc., ce dont on se rend compte, c'est que voilà, une bonne partie des crimes environnementaux aujourd'hui sont impunis. Oui, alors on là met pas aussi, le doigt dessus, quoi. Là aussi, il y a un chapitre là-dessus, c'est-à-dire que la situation est en quelque sorte un peu disons, ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire qu'effectivement, on n'a jamais autant parlé de quelque chose comme la criminalité environnementale, il n'y a jamais eu autant de procès, comme vous le suggériez tout à l'heure, les normes juridiques à cet égard n'ont jamais été aussi importantes, etc. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a tout un tas, et sans doute la majeure partie des délits et crimes environnementaux qui, j'allais dire, passent à la trappe, hein, et qui restent impunis par tout un tas de mécanismes. Alors la difficulté là-dessus, c'est que, disons, il y a une interprétation courante là-dessus qui va être de dire, eh bien oui, on manque de moyens pour combattre la criminalité environnementale ou la délinquance environnementale, il y a un manque de coordination institutionnelle, on ne se donne pas, disons, les moyens humains et financiers de combattre efficacement ces pratiques, etc. Mais poser la question de la dénomination et de la désignation de la criminalité environnementale, c'est déjà sortir un petit peu de ces questions-là pour se dire que le problème, c'est que quand on raisonne comme ça, on part, disons, d'un périmètre de la délinquance ou de la criminalité environnementale qui serait déjà à peu près balisé. Et puis ensuite, il s'agirait d'essayer de lutter contre de manière plus ou moins efficace. Parce que finalement, là, on est quand même dans le registre de la délinquance en col blanc, quoi, un petit peu... Alors en fait, la criminologie, disons, verte, au départ, c'est une sorte de sous-courant des études sur la délinquance en col blanc. Hein. Ça renvoie d'ailleurs à un problème linguistique dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vraiment très important, c'est que crime en anglais, en fait, ça désigne les crimes et les délits, et qu'il y a déjà une sorte de décalage linguistique entre l'anglais et le français. Et c'est très important parce qu'en fait, cette catégorie qui circule, qui a même été utilisée par le chef de l'État en 2020 de criminalité environnementale, c'est un décalque de l'anglais qui peut en fait être assez problématique. Alors d'une certaine manière, on peut dire que c'est une sorte de sous-branche des études sur la délinquance en col blanc, mais pas seulement, c'est-à-dire que depuis que ça s'est, disons, développé, c'est un courant de recherche qui s'est autonomisé et il y a des gens qui travaillent sur vraiment, de façon très individualisée sur des atteintes très locales, très individualisées, et puis d'autres qui travaillent sur des multinationales, etc. En fait, le crime, finalement, c'est un petit peu le business as usual, parce que avec cette notion de crime, il y a quand même cette idée d'impunité, j'ai l'impression, qui l'accompagne en permanence, parce que tout à l'heure, on parlait du sable ou de la posidonie, par exemple, pour le sable, sans extraction en toute impunité, c'est le sujet
sujets, la posidonie, le fait qu'on puisse, pour des loisirs, donc les super yachts, les détruire en toute impunité. Finalement, il y a toujours cette question d'impunité qui accompagne la question d'une partie des crimes, en tout cas, mais les crimes, on va dire, justement ceux qui sont légaux. Alors, il y a deux manières, me semble-t-il, d'essayer de traiter de cette question, parce que le thème de l'impunité, il est un peu piégé. J'essaye de terminer là-dessus. J'essaye de faire une sorte de retour un peu là-dessus. C'est que si on se focalise sur ce terme-là, on risque de nourrir, disons, une espèce de pulsion punitive ou de tropisme punitif qui consisterait à dire que ce qu'il faut faire, c'est simplement davantage punir, que les crimes et les délits contre l'environnement ne sont pas assez punis et que la solution, ça serait punir davantage. Ouais, parce que dans votre conclusion, à la fin du livre, vous dites que la solution, ce n'est pas forcément la punition. Oui, l'idée c'est que la punition elle-même, ça pose problème dans notre société, donc c'est pas du tout un livre pour dire qu'il faudrait absolument que ces faits soient passibles de prison, etc. C'est plutôt d'essayer de réinscrire ça dans un ensemble plus général. Hein. Le deuxième point, et d'ailleurs c'est un peu la thèse du livre, c'est de dire que quand on se focalise sur la criminalité environnementale ou la délinquance environnementale telle qu'elle est officiellement définie, eh bien ça a ce que j'appelle l'alibi légaliste, c'est-à-dire ça dédouane tout un tas de pratiques, comme vous l'avez suggéré, qui sont destructrices de l'environnement, mais qui ne sont même pas passibles de sanctions. Et donc, de fait, par contraste, ça les légitime, ça les rend, ou ça les considère comme étant tolérables, normales dans notre société. Et donc, il y a une sorte d'effet de stigmatisation qui est très sélectif, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un certain nombre de pratiques effectivement destructrices de l'environnement, et donc on les désigne comme étant graves, et dans la littérature internationale comme menaçant la sécurité mondiale, etc., l'état de droit, tout ce que vous voulez. Mais ça, de fait, ça laisse dans l'ombre tout un tas de pratiques qui sont tout aussi problématiques. C'est important aujourd'hui de parler de préjudice écologique ? Alors, c'est un cas vraiment intéressant, le préjudice écologique, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que je dirais que c'est comme ça que le thème de la criminalité environnementale, au départ, a été posé, hein, notamment à travers les travaux d'un juriste qui s'appelle Laurent Néret, dans la première moitié des années 2010, avant vraiment qu'on parle de délinquance environnementale ou de criminalité environnementale en France. C'est la question du préjudice écologique qui, disons, a fait émerger ce terme-là, avant qu'on passe à la question de l'écocide dans, disons, grosso modo, la deuxième moitié des années 2010. Et puis, c'est une notion qui est rentrée dans le droit, hein, le préjudice écologique, qui est rentré dans le droit civil. Alors, évidemment, depuis, je crois que, disons, ça a été assez peu plaidé, et on ne peut pas dire que ce soit la question du préjudice écologique qui envahisse ou qui alourdisse ou qui engorge les tribunaux. Mais bon, c'est quand même un coin qui est enfoncé sur ces questions-là. Ça permet de faire circuler un terme qui a évidemment une connotation qui est moins dramatique que celle de l'écocide, par exemple, mais qui a quand même une signification assez forte. Et puis, tout simplement, concrètement, ça peut servir de levier d'action juridiquement. Hein. Mais depuis, c'est vrai que ce qui a pris, disons, le pas dans le débat public, c'est plutôt de la question de l'écocide. Là aussi, hein, qui peut avoir une définition très très restreinte sur des cas particuliers qui sont désignés comme des écocides, ou bien ça peut être aussi un terme qui sert à désigner le saccage ou la destruction du vivant en général. Écocide ou préjudice écologique, finalement, ce que ça nous dit, c'est que ces grands procès, ces procès qui y a eu dans le passé, comme j'avais cité les RICA, etc., finalement, ils sont plus que nécessaires. C'est vraiment très important aujourd'hui qu'on amène massivement ces sujets devant les tribunaux. On pense, il y a eu un certain nombre de procès. On pense par exemple à celui aussi de Trentonia contre l'agent Orange là, qui est en cours, ou qui pose la question de l'écocide mené par les firmes de l'agrochimie. Oui, alors il y a un certain nombre de collègues qui ont justement plaidé pour ce qu'elles appellent des procès pour l'environnement, c'est-à-dire vraiment des procès qui construirait en quelque sorte en même temps le droit de l'environnement au-delà simplement du cas qui est traité. Mais je dirais que ça n'est qu'un aspect général. L'intérêt, évidemment, il y a un intérêt juridique et puis il y a un intérêt public parce que les procès, ce sont des moments d'effervescence sociale et ce sont des moments qui permettent, disons, de faire émerger cette question-là dans le débat public. Mais, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, on ne peut pas s'arrêter là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier de regarder les à côté, c'est ça c'est-à-dire que si jamais on voulait vraiment lutter contre la criminalité environnementale, il faudrait lutter contre l'ensemble du système général qui la permet, qui la désigne comme telle, etc. Finalement, ce que vous dites, c'est que dans ces procès, ce n'est qu'un tout petit bout de la chaîne, quoi. Mais il y a tout cet aspect du quotidien routinier, tous ces crimes,
la majorité des crimes, finalement, on passe à côté, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un tout petit bout, et puis ça peut à la fois, disons que les biais que ça peut avoir, c'est, disons, renforcer un cadrage qui serait uniquement juridique ou judiciaire au détriment d'une lecture qui serait vraiment socio-économique, qui met en cause les fondements de la production capitaliste, du mode de production capitaliste, etc. Et je dirais que c'est peut-être des angles morts de la thématisation en termes d'écocide, souvent qui a du mal à rattacher, en tout cas dans la littérature juridique, la question de l'écocide avec la question du mode de production capitaliste. Et puis, on peut dire aussi que ça peut, disons, se focaliser, faire comme si, en fait, puisque les procès sont un peu rares et un peu exceptionnels, ça peut donner l'impression que la criminalité environnementale, c'est un ensemble d'infractions qui sont, disons, minoritaires, rares, et que ce n'est pas le lot commun. Hein, alors qu'en fait, il faudrait complètement renverser la perspective et dire qu'en réalité, c'est le lot commun, que la plupart des infractions, y compris graves, passent complètement à l'as, soit parce qu'elles ne sont pas effectivement punies, soit parce qu'elles ne sont même pas pénalisées. Hein. Et puis en plus, je dirais qu'il y a une sorte de méconnaissance parfois de situations étrangères, y compris de ma part, où il y a des procès, des grands procès, avec notamment des multinationales qui peuvent être punies dans d'autres pays et dont on n'entend jamais parler ici. Hein. Je cite un cas dans le livre. Alors, avant de conclure, je voudrais aborder avec vous la question de l'approche institutionnelle, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais moi aussi je suis allé voir justement les sites d'un certain nombre d'institutions, par exemple Interpol ou l'Union européenne, comment elles abordent ces sujets-là. Parce que ce que disent les grandes institutions internationales ou les États sur le sujet, c'est qu'elles mettent essentiellement le focus sur les réseaux clandestins, les trafics illicites, le marché noir, les mafias. Et même, ça parle, j'ai vu là sur le site d'Interpol, d'éco-mafia, de milices paramilitaires. Ça parle même de groupes terroristes, notamment avec le commerce illégal d'espèces sauvages, le braconnage. On pense bien sûr au trafic d'ivoire, ou aussi, par exemple, à celui que subit encore d'ailleurs le pangolin. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, en mettant tout ça, évidemment, l'accent aussi sur les pays du Sud, en sous-entendant un petit peu que tous ces crimes environnementaux, finalement, n'ont pas lieu dans les pays comme les pays européens ou les pays d'Amérique du Nord, mais ils ont essentiellement lieu dans les pays du Sud. Tout ça parle très peu, finalement, des grandes entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Ça parle très peu des entreprises qui inondent les sols ou les eaux avec leur pollution qui arrose la planète de déchets toxiques ou qui rendent notre air irrespirable. Est-ce qu'on peut compter sur les grandes institutions internationales, sur les services publics pour lutter contre les crimes environnementaux ? Alors vous avez raison, hein, en fait, et c'est un des objectifs du livre au départ, c'est d'essayer de montrer qu'il y a un certain nombre de biais ou de limites dans la manière dont les institutions internationales ont fait émerger ce thème-là, hein, et vous les avez indiqués, c'est-à-dire une focalisation excessive sur les pays du Sud, hein, où parfois carrément les pays du Nord global disparaissent à peu près du paysage. Comme s'il n'y avait aucun crime en Europe, en Europe voilà, de l'Ouest en tout cas. En faisant disparaître les rapports de force géopolitiques et notamment les rapports de domination Nord-Sud, en faisant disparaître l'échange économique et écologique illégal, etc. Hein. Et puis aussi en se focalisant, comme vous l'avez dit, sur les mafias, les réseaux clandestins, etc. Comme si des entreprises tout parfaitement légitimes, y compris extrêmement connues, n'étaient pas évidemment impliquées. Parce que ce que vous dites aussi, c'est que dans votre livre, ce que vous dites, c'est que finalement l'ONU, notamment le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Union européenne, Interpol, tout ça, sont totalement axés sur les crimes environnementaux comme étant l'apanage des mouvements clandestins et mafieux. Alors j'essaye de montrer que les lignes bougent quand même à la fin des années 2010, puisque j'examine un certain nombre de rapports, dont le dernier sous l'effet du courant dont on a parlé tout à l'heure, en partie, hein, de la criminologie verte anglophone, justement réintroduit ces questions-là, hein, réintroduit les entreprises, les multinationales, etc. Et on voit que les lignes peuvent bouger. Mais effectivement, dans les premiers rapports, ceux dont on a le plus parlé, qui ont pas mal circulé dans l'espace, y compris dans l'espace français, il y avait ces biais-là qui étaient tout à fait forts. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Et du coup, qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire qu'il faut essayer de remettre en perspective, disons, la manière dont ces institutions approchent le sujet avec la manière dont elles approchent
l'environnement en général. C'est-à-dire que les rapports dont vous avez parlé, ils se placent dans le modèle ou dans le cadre de ce qu'on appelle la croissance verte. Vous aviez reçu Hélène Torgman récemment, voilà, la financiarisation de la marchandisation de la nature, d'un certain nombre de... Voilà, l'idée qui circule à travers des termes comme les services écosystémiques ou le capital naturel, qui sont très présents dans cette littérature-là, qui ont une approche très marchande, en fait, très gestionnaire de la protection de l'environnement. Et en fait, l'approche de la criminalité environnementale, disons, prend place dans cet ensemble-là. Vous dites dans votre conclusion qu'il ne faut pas punir, enfin, que la solution, ce n'est pas forcément la punition. Mais justement, quand on voit, quand on met en perspective avec cette idée, cette inégalité de l'approche de la criminalité environnementale entre les pays du Nord et du Sud, on se dit aussi que cette volonté de punition, de répression, pour revenir à la question des trafics dans certains pays via des populations vulnérables, ça a peut-être encore moins de sens parce que ce serait même participer à une certaine forme de répression sur des populations qui sont déjà particulièrement exposées. Et ça évite de poser le sujet aussi en termes social, quoi. Oui, l'idée, c'est effectivement de dire qu'on ne peut pas se contenter disons, de déplorer la gravité de la criminalité environnementale pour terminer par dire qu'il faudrait vraiment mettre le paquet sur les mesures de répression, mais c'est d'essayer de raccrocher ce thème-là à d'autres éléments de discussion dont ils sont parfois disjoints, donc celui de ce qu'on appelle maintenant les injustices environnementales ou les inégalités environnementales, donc à l'échelle d'un pays, à l'échelle des classes sociales, à l'échelle des nations, à l'échelle des rapports nord-sud, etc. Il faut faire cette connexion-là. Bon, là, on ne peut pas tout faire, donc je le fais assez peu, mais évidemment, il faut replacer ça dans cet ensemble-là. Et puis, il faut replacer ça dans l'ensemble plus large des débats, par exemple, sur la planification écologique, sur les changements de production et de consommation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence peut-être entre un chasseur qui braconne et qui va aller chasser le pangolin, c'est que lui, peut-être, il le fait pour survivre, alors que, par exemple... un criminel en col blanc en Europe qui exploite, qui pollue les océans, etc., lui, il le fait pour le business. Oui, alors par exemple, il y a Andreas Malm, dont j'ai vu après qu'il parlait pas mal des superyachts, qui reprend la distinction entre, par exemple, pour la question du CO2 uniquement, les émissions de luxe et les émissions de subsistance. Effectivement, on ne peut pas faire comme si tout ça était sur le même plan et avait le même caractère de gravité. Donc effectivement, il faut essayer de tenir ensemble, d'une certaine manière, le fait que, disons... Les atteintes à l'environnement et même certaines formes d'infraction à l'environnement sont assez communes, répandues, etc. Mais surtout, ne pas oublier la hiérarchie des perpétrations et montrer qu'effectivement, il y a des entités qui ont des pouvoirs bien plus étendus, dont les moyens d'action sont gigantesques et dont l'impact, évidemment, est beaucoup plus fort. Donc ça veut dire réintroduire, par exemple, la question des classes sociales et de leur impact sur l'environnement, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce qu'elles produisent comme dégradation de l'environnement, dans quelle mesure elles sont mises en cause ou pas. Et là, il y a des différences énormes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement polluer. Bon, l'exemple des superyachts là-dessus, évidemment, est totalement maximal. C'est-à-dire qu'on peut émettre des quantités absolument gigantesques de CO2 pour ne prendre que ce seul critère-là, voilà, en toute légalité, sans problème. Et bon, c'est ça qu'il faudrait discuter. Parce que c'est vrai que moi, en lisant un petit peu ce passage, ce livre... Quand je réfléchissais un petit peu à ces inégalités entre pays du Sud et pays du Nord dans l'approche sur la criminalité environnementale, et c'est vrai que quand je voyais par exemple sur le site d'Interpol, etc., que vraiment il y avait un focus sur ces pays-là, quoi, finalement, où il y a les populations les plus vulnérables. Enfin, je veux dire, si on se dit qu'on va réprimer ces populations-là pour les crimes, on ne va pas régler le problème. Et qu'on va participer peut-être plutôt à une répression de type colonial, mais ça fait aussi écho à des notions comme par exemple, on le voit en santé de l'environnement, la notion de One Health, une seule santé, l'idée que de toute façon la santé de nos écosystèmes, de nos sociétés et des humains sont interdépendants, et donc punir, réprimer, ça pourrait finalement ne faire qu'entretenir cet état de fait plutôt que d'y remédier et d'apporter une réponse. Oui, ce que vous dites me fait penser à un livre récent de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert, oui. Où on voit vraiment, le livre est assez édifiant, et on voit vraiment, d'ailleurs, l'expression de crime, de mémoire, vient sous sa plume, c'est-à-dire on voit vraiment comment, sous prétexte justement de protéger l'environnement, de créer des aires protégées, etc., on crée en fait, on recrée, on reproduit des formes de domination coloniale ou néocoloniale extrêmement fortes, et où en plus on expulse des populations
population, on s'accapare des terres, etc. Mais justement, la réponse, là, plutôt que la répression, ce serait plutôt une réponse sociale qu'il faudrait apporter pour empêcher certaines populations de participer à des pillages, parce qu'en effet, il y a des pillages de ressources, il y a de la piraterie même, il y a du braconnage, c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais il y a un contexte social qui est favorable pour cela. Oui, le cas du sable là-dessus est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que ce qu'on appelle, disons, ce qu'on pourrait appeler criminalité environnementale dans ce domaine, ça désigne y compris vraiment des gens qui, avec une pelle et un seau, ramassent un petit peu de sable, etc. C'est-à-dire vraiment quelque chose de parfaitement bénin, alors qu'à côté, des entreprises de construction peuvent engloutir des quantités de sable absolument colossales, voilà, en toute légalité, ou en tout cas apparente. Et donc, effectivement, il y a ce que Michel Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on punit, qu'est-ce qu'on considère comme étant des distances par rapport au droit, ou des formes d'éloignement par rapport aux règles établies, tolérables et acceptables, et d'autres au contraire qu'il faut réprimer absolument. Et en fait, c'est toute cette question-là qu'il s'agit de poser. Bon, ensuite, bien sûr, faut faire attention à ne pas mélanger les différents cas. Il y a le cas des multinationales qui polluent pour protéger donc les profits et qui mènent des politiques opaques. Ça, c'est un autre cas de figure. Et puis, faut faire attention. C'est justement tout votre propos, ce que vous dites. Bien faire attention, finalement, de distinguer les deux, là où les institutions ont l'habitude de peut-être mélanger, voire même de ne pas voir la distinction. C'est-à-dire que dans les rapports des institutions internationales, et plus précisément en fait, de la coopération entre Interpol et le PNU, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est vrai que au moins les premiers rapports font comme si les États et les entreprises légitimes marchaient main dans la main et étaient uniquement victimes de la criminalité environnementale perpétrée par des réseaux clandestins, des mafias, etc. Bon, c'est passé très vite sur leur implication propre dans tout un tas de dégradations, et y compris certaines étant passibles de sanctions et punies par la loi. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs étages. Même si on en reste, disons, à une position légaliste minimale, on pourrait déjà, alors qu'elle est vraiment, c'est la plus faible de toutes, on pourrait déjà changer sensiblement la manière d'orienter le projecteur pour savoir qui commet des dégradations, encore une fois, selon les règles en vigueur. Et puis, une fois qu'on part du principe ou simplement qu'on fait le constat que les règles ne tombent pas du ciel, il faut bien savoir qui les produit, etc. Et là-dessus, disons, les débats récents, notamment autour de la question de l'écocide, ont bien montré que les luttes étaient féroces pour la formulation des normes juridiques et que ça faisait tout à fait partie du débat, quoi. D'ailleurs, peut-être à cause de tout ce flou entretenu notamment par les institutions, vous dites la presse, elle a beaucoup de mal à parler de criminalité environnementale. Enfin, peut-être pas toute la presse, mais... Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut distinguer. Heureusement qu'il y a tout un tas de médias, mais ce sont les médias dominés, en fait, grosso modo, du champ journalistique, qui ont mis, disons, ce thème-là un peu en relief. La presse indépendante, sur divers supports. Oui, ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est quelque chose un peu disons, en deux temps. C'est-à-dire que d'un côté, on peut faire le constat que, disons, le thème de la délinquance environnementale ou de la criminalité environnementale en tant que telle est arrivé très récemment dans, disons, les médias dominants et qu'il y a une forme de réticence à utiliser ces termes-là et qu'on va préférer parler d'accidents, de négligence, de catastrophes, de désastres, etc. Mais que les termes mêmes de délinquance ou de criminalité environnementale ont du mal à être utilisés pour des raisons un peu de juridisme dont je parlais. Mais en fait, l'argument après, c'est d'essayer de dire que même si il y a un travail qui est tout à fait important et dont je dépends aussi moi, il y a, disons, une dépendance justement à la manière dont les institutions internationales cadrent et formulent le problème. Et que très généralement, presque dans la grande majorité des cas, les comptes rendus médiatiques s'appuient sur cette littérature-là, s'en nourrissent, mais sans la mettre en question, c'est-à-dire sans interroger quel est le point de vue des institutions internationales, quels sont leurs partis pris, etc. Pour contrebalancer, nous, on va essayer d'en parler régulièrement aux médias. On n'a pas forcément les mêmes difficultés que la presse dominante. Merci Grégory Sall d'être venu sur le plateau du Média. Je le rappelle, vous avez rédigé ce livre, « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» aux éditions Seuil. Merci encore d'être venu au Média. Juste avant de partir, je vous rappelle que le Média ne vit que grâce à vos dons. Ou alors, vous pouvez également devenir sociaux pour nous aider, parce que tous ces entretiens, toutes ces interviews, tous ces plateaux, nous ne pouvons les faire que grâce à votre soutien.
Vous pouvez aussi vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter tout ce qu'on fait, à venir liker et à partager nos contenus. C'est que comme ça qu'on peut continuer à faire du journalisme indépendant. Merci encore Grégory Stahl. Merci à vous.